Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet atelier Entreprendre organisé par la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire. Chaque année, nous avons le plaisir d'accompagner près de 800 créateurs et repreneurs dans leurs projets entrepreneuriaux à travers notre territoire. Dans ce cadre, tous les mois, nous proposons des ateliers sur différentes thématiques pour vous proposer des exemples concrets et des méthodes concrètes pour avancer dans votre projet. Nous sommes Antonin Neff et Laure Bolino, nous sommes conseillers à la création et la reprise d'entreprise à la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire et nous allons animer cet atelier. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains ateliers et à aimer cette vidéo si elle vous a été utile. C'est aussi un moyen d'aider d'autres entrepreneurs à découvrir notre contenu. Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet et aller plus loin dans les ateliers, nous vous invitons à contacter l'espace Entreprendre de la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire et à aller sur le site internet aussi pour voir les différentes formations que nous allons pouvoir vous proposer. Ensemble, nous pourrons aller plus loin dans votre projet et beaucoup plus dans le détail via des rendez-vous plutôt individuels et centrés sur votre activité. Partons maintenant sur l'étude de marché, notamment sur la première partie qui va concerner la macroéconomie. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude de marché intervient après le moment où vous avez défini correctement votre idée et à partir du moment où votre modèle économique est aussi bien défini. C'est aussi une étape importante qui va vous permettre de définir votre communication, votre marketing et puis toutes les étapes qui vont suivre, donc le financier et le juridique. Vous verrez ça par nos collègues dans les autres ateliers. Tout d'abord, mettons un peu de contexte. Qu'est-ce qu'un marché? Un marché est un lieu de rencontre globalement entre un produit physique. Alors, ça peut être un lieu de rencontre à la fois virtuel ou à la fois physique. Et c'est un lieu où ça va s'échanger des biens ou des services entre des clients et des vendeurs. C'est ce qu'il faut retenir majoritairement du marché. Dans l'idée, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le but de comprendre ce marché-là va vous permettre de mieux comprendre les tendances, de mieux comprendre vos consommateurs et de mieux comprendre les besoins qui sont affiliés à ces consommateurs-là. Ça va aussi vous permettre d'anticiper, d'intégrer cela à votre projet, de mieux comprendre votre concurrence et de mieux comprendre comment va évoluer votre marché par la suite pour vraiment grandir et avancer dans votre projet. Je l'ai dit dans la phrase, globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est d'anticiper et d'intégrer tout cela à votre projet, à votre future entreprise pour vraiment pouvoir évoluer et anticiper la demande des clients. Dans une étude de marché, on va avoir globalement 7 étapes. La première va être de comprendre les chiffres du marché, comprendre son environnement, savoir comment il évolue et pouvoir s'adapter par rapport à ça. Ça va être la deuxième étape de comprendre les tendances, de savoir qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui est moins populaire. Comprendre ensuite qui vont être nos cibles, qui vont être les clients, quelles sont leurs habitudes d'achat, leurs habitudes de consommation. Comprendre aussi le parallèle entre vous et le marché. Ça va être assez important de comprendre ça. De comprendre aussi la réglementation qui va toucher votre futur métier. Comprendre les acteurs existants aussi sur le secteur et enfin de pouvoir mettre en place une stratégie à la fois pour évoluer et aussi pour mieux anticiper vos objectifs futurs. Maintenant, je vais passer la main à Laure pour qu'elle puisse vous expliquer un peu l'exemple sur lequel on va s'appuyer lors de cet atelier. Donc l'exemple qu'on a décidé de prendre justement pour être un petit peu plus concret sur cet atelier, c'est l'exemple d'un food court sur la ville de Beaune. Un food court, c'est quoi ? C'est un hall type hall alimentaire où on va retrouver en fait divers restaurants et un bar central au milieu duquel les gens vont pouvoir venir se restaurer et choisir leur boisson. L'idée, c'est d'avoir un espace commun de consommation qui soit un espace convivial avec différentes formes de cuisine, différentes formes d'origine de cuisine, de plats cuisinés proposés par des restaurateurs indépendants. Voilà l'idée sur laquelle on a décidé de partir et qui va nous suivre, en fait, qui va être le fil conducteur de tout notre atelier. Voyons maintenant plus clairement ce que c'est une étude de marché. Alors, une étude de marché, en fait, elle va vous permettre notamment de comprendre, d'explorer. Ça va être un travail d'exploration pour comprendre le marché et pouvoir vous adapter aussi aux attentes des clients, notamment de faire le lien en fait entre les clients, leurs besoins et le produit ou le service que vous allez leur vendre. C'est l'idée principale du sujet. Il y a 4 choses dans un marché qu'il faut comprendre. Le premier intérêt, c'est de comprendre est-ce qu'il y a un potentiel de marché? Est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui existe? Et quelle est-elle actuellement? Ensuite, on va essayer de comprendre ses clients. Qui vont être les clients? Quel est l'intérêt qu'ils vont avoir dans notre projet? Et ensuite, comment on va pouvoir nous se différencier par rapport aux concurrents qui existent? Alors, ça va être soit se différencier, soit essayer de les copier, c'est-à-dire de faire un peu comme eux, pour ensuite pouvoir jouer sur une stratégie un peu différenciée. Et enfin, le dernier point, qui va être aussi important, alors ça dépend tout à fait de votre projet, mais ça peut être aussi d'aller convaincre des partenaires qu'ils soient financiers ou commerciaux. L'intérêt de tout ça, à la fin, c'est de mieux vendre. C'est de vous permettre de vendre
au mieux votre produit, au mieux votre service et surtout de vous vendre vous au mieux auprès des partenaires. On va s'appuyer majoritairement sur la première partie sur quels sont les outils dont je vais avoir besoin et sur quel site je peux m'appuyer pour aller faire des recherches. Alors il y a plusieurs choses qui existent, hein. Soit vous pouvez vous faire accompagner par des organismes qui vont vous aider en vous donnant des chiffres, en vous donnant des stats. Soit vous pouvez vous rapprocher aussi de cabinets d'études, hein, qui ont pu faire des études, mais du coup qui vont être payantes dans ces cas-là. Ou alors vous pouvez vous appuyer par un grand ami que tout le monde a, qui est Google, globalement, qui vous permet d'avoir quand même toutes les stats assez facilement et qui vous permet d'avoir déjà une première idée de l'existence du marché et puis de ces chiffres. On va regarder ça du coup pour notre exemple de food court. Donc je vais laisser Laure vous présenter un peu les chiffres qui existent actuellement sur le marché de la restauration. Donc au niveau des tendances nationales, au niveau des chiffres d'affaires donc de la restauration, on a constaté sur l'année 2023, nous sommes à plus de 179 000 restaurants, donc selon les derniers chiffres parus. On essaye toujours d'avoir des chiffres qui soient les plus récents possibles pour être le plus crédible possible au niveau de notre projet et surtout des investisseurs. Le ticket moyen en restauration en France est de 16 € au niveau de la salle, donc quand on est sur une restauration en salle, et il est de 23 € si on fait une commande en ligne. Pour qu'une activité de restauration soit vraiment rentable, la marge brute sur les produits solides doit atteindre entre 70 et 75% et 85% pour les produits liquides. Sur d'autres chiffres, on va aussi constater le coût des matières premières qui représente environ 34,2% du chiffre d'affaires des restaurateurs. Ça, c'est une source KPMG, Gira l'addition. Autre exemple aussi au niveau des tendances liées au marché de la restauration en France, on a constaté qu'en proposant donc des produits bio, on avait 70% des Français qui attendaient ce genre d'offres. Et concernant le public végétarien et végétalien, la population a augmenté de 8,4% entre 2015 et 2020. Autre tendance aussi que l'on constate, c'est sur la digitalisation. La digitalisation est également une opportunité puisque aujourd'hui, on a quand même 70% des chefs français qui sont présents sur Instagram et 47% des restaurants qui proposent une réservation en ligne. Enfin, on peut constater aussi une croissance du chiffre d'affaires en 2022 de 7% par rapport à 2019, ce qui démontre effectivement un regain d'intérêt des consommateurs pour la restauration. On constate aussi l'adaptation des restaurateurs aux nouvelles tendances de consommation telles les produits locaux, 66%, les végétariens 32% et surtout les options de vente à emporter 31%. On constate aussi la progression de 35% des services entre 2020 et 2021, ce qui témoigne d'une évolution des modes de consommation, en partie due au développement du télétravail et suite évidemment au confinement. Donc les restaurateurs pourraient profiter de cette tendance pour diversifier leurs sources de revenus et toucher un public beaucoup plus large, notamment en zone urbaine. L'expérience client, bien évidemment, donc, devient un facteur décisif, où 40% des consommateurs mettent en avant l'importance de l'expérience globale de service dans leur choix de restaurant. Et ce désir d'une expérience exceptionnelle se traduit par la recherche d'un service irréprochable, d'un menu attrayant, évidemment de normes d'hygiène et de sécurité alimentaire rigoureuses. Ce qui est très important aussi pour les consommateurs, c'est l'équilibre qualité-prix, d'autant plus aujourd'hui face à l'inflation et à la flambée des coûts des prix des matières premières. Pour faire une synthèse de tout ce que vient de vous dire Laure, globalement, l'intérêt, c'est de ne pas vous contenter d'une seule source. Vous pouvez les citer évidemment dans votre document, mais c'est important de se référencer avec plusieurs sources. L'intérêt premier, c'est éviter d'avoir des chiffres qui sont totalement faux, et c'est aussi de permettre de croiser l'information pour peut-être faire une moyenne du chiffre aussi, pour s'y retrouver et avoir quelque chose de plus réaliste avec le marché. Le deuxième point, c'est important aussi que vous l'ayez en tête, c'est que même si c'est en dehors de votre projet, une fois que votre entreprise est créée, il va être hyper important de rester en veille. Le marché il bouge tout le temps, il est tout le temps évolutif, les tendances aussi évoluent. On l'a vu ces 4 dernières années, ça a énormément bougé. Donc, soyez capable de rester en veille sur le marché. Ne dites jamais que ça n'arrivera pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne croyaient pas à certains projets ou à certains marchés et au final, c'est arrivé. Donc, prenez toujours en compte cela et essayez de vous baser vraiment sur les tendances et sur les évolutions. Et enfin, c'est plutôt un conseil, essayez de prendre le bon virage au bon moment. C'est-à-dire oser, tenter, et essayer de prendre la tendance au moment où elle apparaît et non pas en retard de 1 an ou de quelques mois. Intéressons-nous maintenant aux différents outils qu'on va voir donc après cette étude de marché sur plutôt les outils sur les clients, sur votre profil et sur comment on va évoluer par rapport à ça. Commençons par le plus important, globalement, les clients. Comment va-t-on segmenter les clients? Alors, les clients, l'intérêt c'est de pouvoir les découper en groupes de personnes qui ont en gros le même besoin
qui vont attendre la même chose pour y répondre, qui sont prêts à payer le même prix, qui vont utiliser les mêmes canaux de communication, les mêmes canaux de consommation, pardon, et enfin qui vont, du coup, dans votre stratégie, être définis d'une certaine manière et qui vont correspondre à une offre particulière et pas à toutes les offres que vous allez proposer. Donc, comment segmenter? Il y a 3 critères majoritaires dans la segmentation. Tout d'abord, il faut que votre segmentation elle soit mesurable. Il faut qu'elle soit accessible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller toucher votre cible et non pas juste vous dire bah voilà, je vise ces gens-là, mais je ne sais pas comment y aller et je pense qu'ils sont intouchables. Et enfin, il faut que ce soit une cible qui soit rentable. Alors, on est quand même une entreprise, notre but est quand même de gagner de l'argent à un moment donné, d'avoir une rentabilité. Donc, il faut que ces personnes-là soient solvables et qu'on puisse du coup aller chercher la rentabilité derrière. Ça, en gros, ça va être votre marché. Une fois que vous avez bien défini vos cibles et vos segmentations, ça va être votre marché. Pour faire ça, on a un outil du coup qu'on va appeler un persona. Ça va être un outil qui va vous permettre de vraiment vous projeter dans la tête d'un client. Vous allez définir d'abord votre segmentation et ensuite vous allez vous dire ok, j'ai ce client-là, je me mets dans sa tête ou je m'entoure de personnes qui correspondent à ce profil-là et je vais aller creuser sur quelles sont ses problématiques, quelles sont ses habitudes de consommation. Qu'est-ce qui actuellement l'empêche de répondre à ces problématiques? Et donc, qu'est-ce que va attendre cette personne pour qu'on puisse répondre? Et donc, quels vont être ses critères en fait d'attente pour qu'une entreprise réponde à ses besoins? Et en face de ça, vous allez pouvoir définir en fait quelle est l'offre que vous allez pouvoir définir pour cette personne-là pour résoudre tous ces problèmes et répondre au maximum à ces critères. On va prendre notre exemple donc sur le food court et on va vous présenter un peu différents profils qu'on peut avoir et potentiellement 1 ou 2 problématiques aussi qui peuvent être liées. Donc, je vais passer la main alors. En fait, on va avoir 3 exemples de personas en fonction de 3 cibles qu'on a décidé de définir. La première cible étant les familles. La deuxième cible, ce sont les personnes seules, accompagnées, célibataires, en couple, peu importe, qui aiment sortir entre amis, qui ont envie de passer un moment convivial. Et puis la troisième cible, donc le troisième persona qu'on va prendre, ce sont les cadres qui souhaitent prendre un repas entre collègues ou avec des clients. Voilà donc les 3 personas. Et si vous voyez le slide, on a pris l'exemple d'Amandine. Donc voilà un petit peu comment on va s'articuler un persona. On a déjà le profil de la personne, son âge, son diplôme, sa situation maritale, la ville où elle habite, le métier qu'elle exerce. Après, on va essayer d'identifier, de réfléchir aux problèmes qu'elle a aujourd'hui en termes de restauration. Donc aujourd'hui, Amandine, elle ne trouve pas de restaurant avec une vraie carte pour son régime alimentaire. Elle n'a pas de lieu où elle se sent comme chez elle. Ça, c'est sa problématique. Les freins qu'elle va effectivement avoir, c'est le manque de choix à la carte, le peu de propositions de produits, et puis des prix surtout qui sont assez élevés. Et ses habitudes de consommation à Amandine, on a pu constater, elle est végétarienne depuis plus de 10 ans, elle aime sortir 2 à 3 fois par semaine au restaurant, entre amis ou juste en famille. Elle aime manger au calme et elle veut discuter autour d'un bon verre de vin. Voilà, elle est très, très, très branchée réseaux sociaux. Ses critères de décision, elle aime avoir des produits de qualité, de saison, à un prix qui soit plutôt abordable quand elle sort en famille ou entre amis. Elle aime surtout avoir une carte qui soit assez variée concernant les produits végétariens, ce qui n'est quand même pas toujours le cas aujourd'hui. Tout ça dans un cadre chaleureux. Et puis les facteurs clés de succès pour Amandine, ce serait de lui proposer une carte végétarienne avec au moins 5 plats minimum pour que ça lui fasse un choix. Travailler surtout avec des produits de saison et changer la carte selon les saisons, évidemment. Travailler aussi en circuit court avec des produits locaux et avoir une formule famille avec un prix réduit. Voilà. Donc voilà le type de persona qu'on va pouvoir travailler et qui va nous permettre justement de réfléchir à l'offre qu'on va pouvoir proposer en face. Ce qu'il faut retenir, alors ça va être un peu une phrase un peu bateau qu'on peut dire comme ça, ou ça fait un peu phrase de businessman un peu motivant. Mais l'idée, c'est que quand vous allez vouloir plaire à tout le monde, en fait, vous allez toucher personne. D'où l'importance de segmenter. Si vous visez absolument tout le monde, globalement, votre communication ne va pas être claire, votre message ne va pas être clair et votre offre ne va pas correspondre à un seul besoin, mais à plusieurs et peut-être du coup être moins efficace en termes de pertinence. Donc c'est important de retenir qu'il faut vraiment segmenter pour pouvoir toucher un maximum de personnes dans sa cible. Intéressons-nous à un 12e outil. Le 2e outil donc, va être un SWOT. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler, c'est des sujets qu'on parle souvent en entreprise ou même dans les études pour certains. Donc cette matrice-là, en français, donc, va s'appeler un FFOM, globalement, donc pour force, faiblesse, opportunité, menace. Nous, la manière dont on va l'aborder, donc
les forces et les faiblesses vont être abordées d'une manière à dire quelles sont les forces et faiblesses que j'ai moi en tant que personne pour me lancer dans ce projet-là. Donc, quelles sont les compétences, les connaissances, le réseau que je peux avoir, mais également les faiblesses que j'ai, c'est-à-dire peut-être les compétences que je n'ai pas encore, peut-être les connaissances que je n'ai pas. Et donc pouvoir un peu évaluer tout ça pour se projeter aussi et voir si déjà on a des choses à mettre en place ou non. Et sur les opportunités et les menaces, là on va plutôt s'intéresser au marché. On a fait une étude de marché avant, l'objectif c'est de retirer là-dedans quelles sont les opportunités en fait qu'on a détectées, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour vraiment lancer son activité, et quelles sont les menaces qui vont toucher le marché, sur lesquelles on n'a aucune main, c'est-à-dire très peu de contrôle, et donc sur lesquels il va falloir être vigilant tout au long de la vie de son entreprise pour pouvoir vraiment avoir un regard et être efficace aussi en développement. Comme le cas d'avant des personas, on va regarder un exemple du coup avec Laure sur le cas de notre food court et sur le cas des restaurants. Donc si je prends notre restaurateur qui veut se lancer dans la création d'un food court, je vais déjà mettre en avant ses forces, ses faiblesses, comme le disait Antonin. Donc ses forces, on constate qu'il a une expérience de 10 ans en tant que gérant de restaurant, donc c'est un milieu qu'il connaît particulièrement bien. Il est plutôt à l'aise avec le client parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel, donc il est plutôt très à l'aise là-dessus. C'est quelqu'un de très organisé. On est aussi sur un concept complètement inexistant dans la ville et sur une innovation totale. Ça, c'est ses forces. En revanche, ses faiblesses, on a pu constater qu'il manque de compétences, notamment en termes de comptabilité et de communication. La deuxième faiblesse aussi qui va le concerner, c'est qu'il n'a pas encore de notoriété dans la ville parce qu'il n'est pas habitant de Beaune depuis très longtemps et qu'il n'a pas un réseau qui est extrêmement développé. Et puis la troisième faiblesse qu'on a pu mettre en avant, c'est qu'il a un apport personnel qui est assez faible pour un projet qui, somme toute, va demander des investissements assez conséquents. En termes d'opportunités et menaces, donc si on regarde par rapport à l'environnement qui l'entoure, on est sur un concept complètement inédit, complètement inexistant dans la ville où il y a déjà une quantité assez importante de restauration. Il y a une offre qui est quand même assez développée, mais ce concept-là n'existe pas. C'est une opportunité pour notre restaurateur. La deuxième opportunité, c'est qu'il va pouvoir bénéficier du tourisme. On est sur une ville qui est extrêmement touristique et extrêmement dynamique. Et puis aussi, il va pouvoir bénéficier de la croissance du secteur de la restauration, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de chiffres au niveau national, puisqu'on est sur une croissance à hauteur de 7%. En ce qui concerne les menaces, on va effectivement constater, et on vient déjà de le dire, qu'il y a une très très forte concurrence sur la ville de Beaune. On a une deuxième menace aussi dont on est au courant, c'est la législation et la réglementation qui sont vraiment deux éléments très forts sur ce secteur d'activité qu'est la restauration. On a aussi un troisième élément dont il ne faut pas négliger, c'est l'inflation qui va fortement impacter les charges et donc le prix de vente, le panier moyen. Et puis, bien évidemment, ce qui en déduit de cette inflation, c'est le pouvoir d'achat des clients qui est en forte baisse. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le SWOT de notre exemple de restauration. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laure, en s'appuyant sur son SWOT, ce qui va être important aussi, et que je n'ai pas forcément dit juste avant, mais c'est important aussi de réfléchir à comment vous allez pouvoir corriger ou compenser les faiblesses que vous avez. On a vu que dans l'exemple, il avait des faiblesses dans la comptabilité, dans la communication. Lui, par exemple, notre chef d'entreprise va pouvoir peut-être se faire accompagner par un expert comptable, ce qui va lui permettre de se décharger en fait de cette capacité de comptabilité et donc de rester professionnel dans son métier tout en ayant un suivi de chiffres assez important. C'est vraiment un point important aussi là-dessus, c'est de vraiment retenir qu'il faut que vous ayez une manière de corriger ces faiblesses-là, ou en tout cas une manière de les compenser pendant une certaine période. On va s'intéresser maintenant, après le SWOT, à la réglementation. Donc Laure l'a dit, mais on l'a vu aussi dans le SWOT, la réglementation va beaucoup toucher ce secteur-là. Selon vos secteurs, selon votre activité, vraiment aller faire des recherches pour savoir un peu toute la réglementation qui va entourer, toute la législation qui va encadrer cela, et puis aussi pouvoir anticiper potentiellement les nouvelles lois ou les nouvelles règles qui vont s'appliquer à votre secteur. On va regarder avec l'exemple qu'on a pris, les premières règles, on va dire, ou les premières réglementations sur lesquelles il faut faire attention. Alors le secteur de la restauration est un secteur qui est extrêmement réglementé.
Donc la liste n'est pas exhaustive, mais on a déjà essayé de lister quelques règles dont il faut avoir la connaissance, notamment le permis d'exploitation qui est obligatoire, la licence 4, et puis les normes HACCP, puisqu'il faut aussi avoir la formation hygiène pour pouvoir exercer dans ce secteur d'activité. On va noter également dans cette liste, qui, je rappelle, n'est pas exhaustive, l'obligation d'afficher toutes les boissons non alcoolisées, et puis les prix qui sont obligatoirement aussi affichés pour le client. Voilà, donc je vous laisserai bien évidemment faire la suite des recherches, puisqu'il y a vraiment d'autres réglementations concernant ce secteur d'activité, et à chaque secteur d'activité, on va retrouver une législation spécifique et une réglementation spécifique. N'oubliez pas que parfois, selon les secteurs dans lesquels vous êtes, vous n'avez pas forcément de législation. Pour le coup, il y a encore des secteurs où il n'y a pas de réglementation, où la réglementation est très très faible, mais renseignez-vous malgré tout pour être sûr qu'il n'y ait pas une réglementation qui va arriver par la suite. C'est toujours important d'anticiper quand même ce qui va se passer dans votre marché. Intéressons-nous maintenant à un dernier pan, on va dire, vraiment de l'étude de marché, très important en tout cas, qui va être la concurrence. Donc là, l'idée, c'est de regarder un peu les acteurs qui sont présents sur le marché, de savoir un peu ce qu'ils font déjà actuellement, de connaître un peu leur activité, connaître potentiellement leur prix et faire bien la différence entre 3 types de concurrents. Vous avez les concurrents directs, c'est ceux qui vont faire exactement la même chose que vous. À peu de choses près, globalement, ils vont vraiment avoir la même activité. Ensuite, vous avez les concurrents indirects. Ils vont répondre aux mêmes besoins que vous, d'une manière différente. Donc voilà, c'est vraiment assez basique. Et ensuite, vous avez les concurrents qui vont arriver, ce qu'on appelle des nouveaux entrants. C'est des gens qui vont peut-être avoir eu la même idée que vous, mais qui vont arriver un peu plus tard que vous. Et bien ceux-là, il faut aussi les anticiper, parce que potentiellement, vous n'avez pas une idée forcément innovante ou géniale, ou en tout cas, votre idée peut être copiée, et donc dans l'idée, vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer en concurrence. Différents facteurs à regarder chez les concurrents. Donc déjà, qui sont-ils? Où est-ce qu'ils sont implantés? Quels sont les produits ou les services qu'ils proposent? À quel tarif? Si vous n'arrivez pas à les avoir, du coup, vous pouvez faire des demandes de devis, potentiellement pour vos clients, en étant client, globalement. Quelle est la renommée, c'est-à-dire la notoriété de cette entreprise-là? Et est-ce qu'elle est présente ou non sur les réseaux sociaux? Et est-ce qu'elle a un site internet ou non? Ça va permettre de vous positionner aussi, de vous dire, si eux sont là-dessus, peut-être qu'il faut que j'y aille aussi, pour éviter d'être déconnant par rapport au secteur. Une chose importante, si vous ne trouvez aucun concurrent sur votre secteur, posez-vous des questions, vraiment, parce que ça veut potentiellement dire qu'il n'y a pas de marché ou qu'il n'y a pas de demande. Et donc à ce moment-là, il faut vraiment vous poser la question sur votre projet, sur sa viabilité. On va regarder tout ça du coup avec l'exemple qu'on a pris. Donc, je vais laisser Laure du coup vous présenter un peu une synthèse de ce qu'on peut avoir en termes de concurrence. Donc pour notre exemple de food court, on a joué les clients mystères et on est allé voir ce qui se passait dans d'autres restaurants donc de la ville de Beaune. Comme il y a énormément d'offres, on en a sélectionné 3. Le principal n'est pas d'en sélectionner 10, 15 ou 20. Sélectionnez-en 3 ou 4, mais sélectionnez-les bien et analysez vraiment de fond en comble tous leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. L'objectif, en fait, de cette analyse, c'est de définir pour votre offre à vous un axe de différenciation. Donc, on a pris 3 restaurants, la Table du Square, le Caveau des Arches et le 21 Boulevard. Et à chaque fois, on a procédé de la même manière. On a regardé les produits ou les services qu'ils proposaient. On a surtout essayé de mettre en avant leurs forces, leurs faiblesses, les prix qu'ils pratiquaient et puis la stratégie de communication. Si je ne prends qu'un exemple étant le Caveau des Arches, je constate que les produits qu'ils proposent, on est plutôt sur une cuisine traditionnelle. La force de ce type de restaurant, on est sur un cadre atypique puisqu'on se trouve, comme son nom l'indique, dans un caveau, que le service est plutôt de qualité et que les plats sont également très qualitatifs. En revanche, au niveau des faiblesses, il y a une très mauvaise visibilité puisque, comme je viens de vous le dire, on est dans un caveau et que d'extérieur, on peut passer devant sans voir le restaurant. Au niveau des prix, on a constaté un panier moyen sur un menu entrée plat dessert de 38 € environ. Et puis la stratégie de communication, on a un site internet, bien évidemment on a un compte Instagram et on a un compte Facebook, tout ça étant alimenté très régulièrement par les propriétaires. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse de la concurrence, on va, comme je vous le disais, essayer de trouver des axes de différenciation, l'objectif étant de proposer une offre qui soit complémentaire avec l'offre existante,
mais de se différencier des autres pour pouvoir attirer aussi nos clients. Donc nos axes de différenciation, ça va se faire par les produits, par l'offre très différenciante puisqu'on va proposer des cuisines du monde et pas seulement une cuisine traditionnelle comme on va pouvoir trouver chez nos concurrents, un choix multiples et variés. Au niveau des forces, on est sur un concept innovant, donc une vraie nouveauté sur la ville de Beaune. On est sur un concept de qualité avec une grande diversité de produits. Au niveau des faiblesses, en revanche, la grosse difficulté pour nous, ça va être de se faire connaître sur une ville qui, effectivement, ne nous connaît pas ou on n'a encore pas réussi à développer notre réseau. En matière de prix, on va justement, pour contrer un petit peu ce que font les concurrents aujourd'hui sur cette ville, essayer de viser des prix qui soient un petit peu plus abordables pour attirer une clientèle différente et supérieure aux autres. Et en termes de stratégie de communication, on va profiter du fait d'avoir différents acteurs, c'est-à-dire différents professionnels indépendants qui chacun ont leur propre entreprise et chacun ont leur propre réseau de communication. On va essayer de profiter d'eux justement pour démultiplier la communication du réseau et donc du food court. En parallèle de ça, du coup, pour faire un peu pareil une synthèse et puis surtout vous donner quelques conseils pour votre analyse de concurrence, vous pouvez appeler des confrères, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur d'autres régions que là où vous êtes et du coup les appeler pour échanger un peu sur concrètement qu'est-ce que eux proposent, comment ils fonctionnent par rapport à leurs concurrents et comment ils arrivent à se différencier un peu sur le marché. Ça peut être aussi pour des gens qui ne sont pas du métier d'aller faire un stage d'immersion. Souvent les entreprises sont assez ouvertes à ça, d'aller vous immerger du coup dans l'entreprise pour déjà voir si ça vous correspond ou pas. Si vous êtes capable de vraiment matcher avec le métier et puis aussi vous rendre compte un peu de la réalité du métier. Et enfin, on vous amène aussi à prendre beaucoup de recul par rapport à votre projet et puis beaucoup de recul par rapport aux concurrents. L'idée dans une analyse de concurrence, c'est d'être neutre. Il ne faut pas être dans la critique, il faut juste être dans un constat de ce que vous observez chez vos concurrents. Voyons maintenant le dernier point sur l'étude de marché qui va concerner donc qui est plutôt optionnel mais qui est toujours très très intéressant à exploiter notamment pour connaître son marché au niveau local majoritairement. Donc là l'idée ça va être de faire donc ce qu'on appelle un questionnaire ou une enquête terrain pour vraiment voir si les chiffres que nous avons analysés avant sont réels sur notre secteur ou est-ce qu'il faut que je les réajuste un petit peu. Comment va se découper une enquête? Globalement, ça va être surtout de bien faire un constat des potentiels clients qui existent et d'approcher un peu le sujet sur est-ce que les gens sont quand même intéressés par ce type de projet-là aussi. On va poser en fait différentes questions. Globalement, l'intérêt de ces questions-là, c'est surtout de s'intéresser à 5 points majoritaires. Le premier, ça va être de comprendre le profil des répondants, c'est-à-dire qui répond à ce questionnaire et qui vont être les personnes qui sont intéressées. Ensuite, on va s'intéresser à leurs habitudes de consommation. Ce qu'on disait avant, on s'est intéressé dans les personas à se projeter dans la tête de quelqu'un. Maintenant, on va essayer d'aller voir si cela se vérifie ou non avec les profils qu'on aura identifiés. Ensuite, on va regarder si les gens sont quand même intéressés ou non par notre projet. Parfois, ça peut faire un peu mal de se dire en fait, la majorité des gens ne sont pas intéressés, mais ça peut vous donner une prise de recul réelle sur est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ou non. On va aussi s'intéresser dans cette partie-là à quelles sont les attentes de ces clients par rapport à votre projet. Qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver, quel prix, voilà, toutes ces notions-là. Et ensuite, on va s'intéresser du coup au budget qui sont prêts à louer par rapport à vos offres. Alors que ce soit des services ou que ce soit des produits, on va vraiment s'intéresser à ça majoritairement en prenant en compte qu'il ne faut pas fixer des prix déjà très, très établis, on va dire, dans le questionnaire, mais plutôt des tranches de prix pour vous laisser une marge de sécurité, pouvoir jouer avec les valeurs quand vous allez aller voir après vos fournisseurs ou d'autres personnes, et puis faire un vrai constat et pouvoir mieux matcher avec le marché et être rentable, c'est toujours la même solution derrière. Et enfin, le 5e intérêt du questionnaire, ça va être de récupérer potentiellement une base de données clients en récupérant potentiellement des adresses mail ou des contacts qui vont vous permettre au moment du lancement de directement lancer une campagne publicitaire auprès de ces personnes pour tout de suite avoir des premiers clients et des premiers prospects pour ensuite les convertir et donc les fidéliser par la suite. On va vous montrer un peu avec un exemple ce que ça peut donner aussi et concrètement comment on va pouvoir vous présenter avec quelques conseils l'intérêt de ce questionnaire.
Donc l'idée, c'est de construire un questionnaire avec environ une quinzaine de questions. Donc on vous montre un exemple de questionnaire toujours sur notre foot courte qu'on va vouloir diffuser, qu'on va essayer de diffuser notamment sur les réseaux sociaux. L'objectif de ce questionnaire, c'est justement, comme le disait Antonin, d'analyser en local tous les constats qu'on a pu faire au niveau national. Vous pouvez déjà, un conseil, tester ce questionnaire auprès de votre entourage. Ça peut être une première porte d'entrée. Ça vous permet de le tester, de le faire lire et puis de récolter les critiques, si critiques il y a. Et puis d'adapter aussi le mode de diffusion selon la cible. Si vous ciblez effectivement des personnes âgées, vous allez éviter de diffuser ce questionnaire sur Instagram, mais plutôt sur Facebook. Et inversement, si vous ciblez des jeunes de 16 à 20 ans, privilégiez TikTok. Une fois que vous avez diffusé votre questionnaire, vous allez, à la suite des réponses que vous aurez eues, faire une analyse. Et le site Google Forms peut vous permettre justement rapidement d'avoir une analyse assez détaillée des résultats que vous aurez eus. En plus de ça, donc Google Forms, c'est là où vous allez vraiment faire votre questionnaire. Hein. C'est un conseil plus qu'une obligation, globalement. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce site-là parce que si vous avez une adresse Google, globalement, tout est gratuit. Toute analyse est gratuite et tout le cumul des questions que vous allez avoir va se faire automatiquement. Vous n'avez pas besoin de reprendre à chaque fois un questionnaire par un questionnaire. Tout va s'agrémenter naturellement et donc ça va être plus facile pour vous. Cet atelier touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez trouvé des réponses à vos questions ou que cela a suscité de nouvelles réflexions. Nous vous invitons à vous inscrire au prochain atelier pour aborder différentes thématiques et aller plus loin dans vos projets. Nous vous invitons aussi à vous faire accompagner par nos services si vous avez besoin pour aller plus vite dans votre projet. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets entrepreneuriaux. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.